La première, podcast. Le forum de midi. Le forum de midi. Xavier Van Bugenhout. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le forum de midi. Sur la première midi et 7 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Est-ce qu'on accorde trop facilement encore des crédits ? Le nombre de Belges en défaut de paiement atteint un nombre record. Ils sont désormais plus de 344 000 à éprouver des difficultés à rembourser un ou plusieurs emprunts. Comment expliquer cette hausse ? Subit-on encore les effets de la crise ? Qui sont les personnes les plus touchées par le surendettement ? Et comment s'en sortir ? Ce taux de surendettement est-il le signe d'une économie fragile? Quels sont les types de crédits les plus touchés? On pense au crédit à la consommation, mais on note également une hausse des défauts de paiement pour les crédits hypothécaires. On attend vos témoignages si vous êtes confrontés à cette situation ou si vous craignez de l'être. On en parle ensemble avec vous dans le forum de ce midi. Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be. Et vous réagissez également par SMS, 60 31 50 centimes le message via la page Facebook de l'émission. Vos commentaires sont les bienvenus en direct jusqu'à 13h. La première, le forum de midi. Nos invités en studio, Caroline Jeanmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Philippe Ledan, bonjour. Bonjour. Économiste chez ING, vous êtes professeur invité à l'UCL ainsi qu'à l'Université de Namur. Et nous sommes également en ligne avec Daniel Bovy, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste en charge des services bancaires et des crédits à la consommation chez Testachat. Alors tout d'abord, quelques chiffres pour commencer cette émission. 344 000 Belges en défaut de paiement sur 6 200 000 consommateurs qui ont au moins un crédit. Ça représente 5% de défaut de paiement. Le nombre de contrats défaillants est en hausse de plus de 3% par rapport à 2013, par rapport à l'an dernier. Ce sont des chiffres de la centrale des crédits aux particuliers. Alors première question, est-ce que on peut estimer que cette hausse est préoccupante et qu'indéniablement le problème de surendettement est en augmentation ? Caroline Jeanmar. Oui, eh bien, vous avez bien contextualisé les choses. À l'heure actuelle, il y a à peu près 6 millions de Belges qui ont au moins un crédit, donc que ce soit du crédit hypothécaire ou du crédit à la consommation, donc une ouverture de crédit, un prêt à tempérament ou une vente à tempérament. Et parmi ces emprunteurs, 5% ont des difficultés à rembourser leur crédit. Donc ça veut quand même dire que 95% des personnes qui ont du crédit s'en sortent et n'ont pas de difficultés. Alors qu'est-ce qu'on constate comme tendance ? Juste une petite précision, parce qu'on parle de difficulté à rembourser son crédit, c'est pas encore nécessairement le défaut de paiement. Quelle est la nuance ? La centrale des crédits. Donc, quand vous prenez un crédit auprès d'un prêteur, vous êtes enregistré dans la centrale des crédits aux particuliers. Alors, sous certaines conditions, quand vous ne remboursez pas plusieurs mensualités, vous êtes enregistré comme étant en défaut de paiement. Donc, on se rend compte effectivement qu'il y a plus de 340 000 Belges qui sont enregistrés comme ayant des problèmes avec leur crédit, donc étant en défaut de paiement. Donc, c'est pendant 2 ou 3 mois qu'ils n'ont pas remboursé leur crédit. Par contre, quand on regarde bien ces statistiques, on se rend compte que parmi les personnes qui sont en défaut de paiement, donc qui sont enregistrées pour plusieurs mensualités manquantes, certaines n'ont qu'un seul défaut de paiement. Donc, plus d'une personne sur 2 qui est en défaut de paiement n'a qu'un seul défaut de paiement. Donc, peut-être un oubli, peut-être un litige avec un créancier, donc on suspend les paiements à un certain moment. Donc, être enregistré comme ayant un défaut de paiement ne signifie absolument pas être surendetté. Oui. Il y en a une partie qui sont surendettés, d'autres pas. Alors, pour répondre à votre question, comme tendance lourde qu'on peut constater depuis le début de la crise, donc effectivement, de plus en plus de personnes qui ont du crédit ont des difficultés à rembourser. Deuxième tendance, c'est que les arriérés moyens, donc les montants qui sont en défaut de paiement, sont de plus en plus importants. Et donc à l'heure actuelle, un Belge en défaut de paiement a un arriéré moyen d'environ 8 000 €. Et troisième tendance, on constate de plus en plus de personnes qui ont recours aux procédures de médiation de dette, c'est-à-dire des procédures judiciaires ou non pour tenter de rembourser leurs dettes. Ouais. Alors, est-ce que vous avez sorti à l'Observatoire du crédit et de l'endettement un rapport sur les difficultés financières que rencontrent les Belges ? Il y a 3000 Belges qui ont été interviewés, qui ont été interrogés. Vous faites un parallèle clair entre ces chiffres de la centrale des crédits et les vôtres ?
Par rapport aux difficultés financières, Oui. en tout cas, ce qu'on peut faire comme parallèle, c'est on a des données concernant les personnes qui ont recours à un professionnel de la médiation de dette. Donc, dans l'enquête qu'on a menée consacrée aux 3000 Belges sur la culture financière, on se rend compte que les profils sont à peu près identiques. Les personnes qui se disent en très forte difficulté financière parmi les 3000 Belges qu'on a interrogés et les profils des personnes qui poussent la porte d'un service de médiation de dette ou qui vont voir un avocat pour leurs difficultés financières ont des caractéristiques communes, tant en termes socio-économiques qu'en termes de connaissances en calcul. Donc, je ne sais pas si vous voulez quelques... Oui, par exemple, qui sont les surendettés ? On sait que ce sont plutôt les jeunes et ce sont plutôt les faibles revenus, la moitié d'entre eux généralement. Alors, les jeunes, tout est relatif. Bon, On sait que pour les personnes qui s'adressent à un service de médiation de dette, en tout cas en Wallonie, la moyenne d'âge est de 40 ans. Donc ce ne sont pas forcément les tout jeunes qui sont concernés par ça. On sait que ce sont principalement des personnes qui ont des revenus plus faibles, qui sont sans activité professionnelle, qui sont isolés. Et alors aussi un facteur qui joue, c'est le nombre d'enfants dans le ménage. Plus un ménage est constitué de nombreux enfants, plus il y a risque de difficultés financières. Ouais. Alors, je voudrais vous poser une question à Philippe Ledan, vous qui êtes économiste. Est-ce que quand on parle de 3 milliards d'euros de crédit en défaut de paiement, avec toute la nuance qu'il faut apporter à cette appellation, d'un point de vue macroéconomique, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? Alors, d'un point de vue vraiment purement macroéconomique, comme vous venez de le dire, c'est vrai que ce sont des chiffres qui paraissent vraiment très importants, mais en fait, quand on relativise ça, que ce soit à la population, au nombre total de crédits, ça on l'a dit, c'est le taux de défaut qui reste finalement assez faible, aux montants totaux de crédits engagés, au PIB, à la richesse totale des ménages. Je dirais que là, l'impact ou le risque n'est pas si évident. Hein. Je vais simplement prendre un exemple. Si on prend le total des crédits des ménages en Belgique et qu'on le rapporte au PIB, hein, donc à la richesse produite chaque année par le pays. Bon, j'ai pris les chiffres depuis 1995. En 1995, l'ensemble des crédits représentait un petit 40% du PIB, l'équivalent de 40% du PIB. Aujourd'hui, on est à 58% du PIB. Alors on pourrait dire, c'est quand même une forte augmentation, mais dans le même temps, la richesse des ménages. Alors on sait malheureusement que c'est pas les mêmes personnes qui ont la richesse et qui ont souvent les crédits et certainement le surendettement. Donc ça c'est la partie micro, mais sur le plan macroéconomique, puisque ça c'est l'objet de la question, en 1995 on était en termes de richesse des ménages à 250% du PIB. Aujourd'hui on est à 280% du PIB. Et par ailleurs le PIB a très fortement augmenté entre 95 et maintenant. Donc je dirais, est-ce que c'est un élément déstabilisant ? Non, et certainement par rapport à d'autres pays où le levier financier des ménages, c'est-à-dire la part de leur endettement rapportée à la richesse produite ou à l'accumulation de richesse, dans d'autres pays, c'est bien plus important. Donc là, à ce niveau-là, sans vraiment nier l'augmentation de personnes en difficulté, mais sur le plan macroéconomique, on n'a pas atteint un niveau de déstabilisation du système comme on pourrait l'avoir et comme on l'a connu dans d'autres pays, l'Irlande, l'Espagne ou même les États-Unis. Ouais. Alors vos questions sur le crédit, le surendettement, 02 737 37 07. On va écouter un message qui nous est parvenu sur le répondeur de l'émission. On écoute. Oui, bonjour. Pour moi, en principe, je suis contre le crédit, disons, qui favorise les spéculateurs, les gens qui ont de l'argent, et qui creusent les inégalités. Bon, je crois qu'il y a deux exceptions qui peuvent être permises. C'est d'une part le crédit hypothécaire, mais à de strictes conditions. Bon, pas du tout la question de tomber dans des histoires de subprimes ou de spéculation à l'espagnol. On a vu où ça peut mener. Donc, un crédit à taux fixe ou réglé
sur l'inflation, alors avec une commission. Et aussi l'autre, ce crédit à des fins professionnelles, mais aussi strictement encadré. À ce niveau-là, je pense que la coopérative Crédal fait quelque chose de juste, qui est tout à fait acceptable, à la différence de tout ce qu'on peut appeler, j'ai entendu dire le marais, c'est un très bon nom, les gens qui vivent sur la détresse des autres, l'incitation à la consommation, etc. Le pire d'ailleurs, c'est le crédit pour ces vacances, c'est complètement absurde. Voilà, merci, au revoir. Ouais. Caroline Jeanmar, un crédit pour les vacances, c'est quelque chose de complètement absurde ? Je ne dirais pas que c'est absurde, je dirais que c'est vraiment la minorité de chez minorité. C'est l'exemple qu'on donne, le crédit pour les vacances, parce que ça paraît totalement futile. Je pense qu'il y a vraiment une minorité de la population qui a recours à du crédit pour les vacances. Je pense que le crédit peut être très utile. Ce monsieur le disait pour acheter une maison, par exemple, mais il ne faut pas oublier qu'un crédit peut être tout à fait utile. Et d'ailleurs, de nombreux Belges ont du crédit pour acheter une voiture neuve ou d'occasion. Donc, un crédit peut, à des moments de la vie, être utilisé pour entamer des projets qui sont viables. Ouais, alors cet auditeur épinglait aussi le risque que pouvait représenter le crédit hypothécaire. Il prenait l'exemple de l'Espagne ou il prenait l'exemple des subprimes aux États-Unis. Il y a une autre question de Serge via la première.be qui nous dit: est-ce que cet important surendettement et plus précisément ces défauts de paiement en augmentation, notamment vis-à-vis des emprunts hypothécaires, est-ce que tout cela fait peser un risque sur le marché immobilier, sachant que la dernière option, lorsqu'on est acculé, c'est de vendre? Philippe Ledan. Mais disons que le raisonnement est correct, que si à un moment on voit un taux de défaut, donc le rapport entre les crédits qui sont en défaut et le nombre total de crédits. Si on voit ce rapport qui se met à augmenter, ça peut générer toute une série de problèmes. Le régulateur financier peut par exemple dire: oh là, attention, le taux de défaut est en train d'augmenter, il faut augmenter le modèle de risque, si vous voulez. Donc il faut mettre la barre plus haut en matière d'accès au crédit, ce qui peut alors avoir un impact sur le marché immobilier. Attention, la situation n'est pas vraiment la même entre les États-Unis et un pays comme la Belgique. C'est vrai que dans le subprime, l'augmentation de taux de défaut a joué un rôle très très important dans le développement de la crise, mais lié au fait qu'aux États-Unis, si à un moment vous éprouvez des difficultés ou si vous n'avez plus envie de rembourser votre crédit, vous êtes toujours libre d'aller rendre les clés de votre maison à la banque ou à l'organisme qui vous a octroyé un crédit, et c'est pour solde de tout compte. Et voilà, c'est terminé, vous recommencez votre vie. C'est quand même un peu plus compliqué en Belgique. C'est pas nécessairement parce que le prix ou la valeur de ma maison diminuerait que je me dis tiens, moi j'ai plus à rembourser sur mon crédit hypothécaire que la valeur de ma maison, je vais arrêter de payer. Non, ça va, à mon avis, ça va pas être considéré comme une raison valable pour arrêter de payer. Donc non, mais la question de cet auditeur, c'était s'il n'arrivait plus à rembourser son emprunt. C'était qu'il était la dernière option, c'est obligé de vendre. Si on a une augmentation du taux de défaut qui est lié au fait qu'un nombre de personnes n'arrivent plus à payer, ce qu'on n'observe pas pour le moment. Le taux de défaut, quand on rapporte le nombre de crédits en défaut et le nombre de crédits total, il est à 1,7% pour le moment sur les crédits hypothécaires. Mais si on le voyait augmenter, ça peut effectivement déstabiliser un marché parce que vous pourriez avoir un afflux de maisons qui sont à vendre sur le marché, ou parce que le régulateur financier inciterait les organismes financiers à plus de prudence, ce qui limite alors la capacité d'emprunt et ce qui a alors des conséquences également sur le marché immobilier. Donc on n'est pas dans cette situation, mais le raisonnement est correct qu'une augmentation du taux de défaut peut déstabiliser un marché immobilier. Ouais. Michel qui nous laisse ce message via la page de l'émission sur la première.be. Ce n'est pas le crédit qu'il faut mettre en évidence, mais c'est cette société de consommation qui vous incite à acheter des biens qui ne sont pas nécessaires. On va en reparler dans quelques instants dans le forum de midi. Vos réactions 02 737 37 07, la première.be, par SMS 6031 50 centimes le message. À tout de suite. Vos avis, questions et commentaires par SMS au 6031.
50 centimes le message. Accorde-t-on trop facilement un crédit? Le nombre de Belges en défaut de paiement atteint un nombre record. On en parle avec nos invités ce midi. Caroline Jeanmar, sociologue à l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Philippe Ledan, économiste chez ING. Daniel Bovy, juriste en charge des services bancaires et des crédits à la consommation chez Testachat. Et puis vos réactions évidemment qui nous parviennent via la première.be ou par téléphone 02 737 37 07. Une question qui nous est posée par Thierry, ou plutôt une réflexion. Dans les années 90-2000, il était dit qu'il valait mieux d'avoir des emprunts dans la vie et que cela permettait d'évoluer. En 2014, j'ai pu remarquer que ceux qui se sont endettés le sont encore plus, vu qu'en empruntant, ils se sont habitués à un train de vie trop élevé dont il est difficile à modifier à la baisse, ou quelques malheurs. La fin, voilà, je découvre en direct. Il est plus difficile, nous dit cet auditeur, d'emprunter par sa propre agence. Par contre, via les cartes de fidélité des chaînes de magasins ou au départ du commerçant et leur proposition d'emprunt taux zéro, cela est encore très répandu et il y a encore à légiférer dans cette matière. Il y a eu plusieurs remarques d'auditeurs sur cette question. Daniel Bovy, alors vous, quelle réponse on peut apporter à cet auditeur qu'il faut encore légiférer en la matière, que visiblement on arrive trop facilement parfois à obtenir des crédits auprès de certaines chaînes de magasins? Mais je dirais que cet auditeur a d'une certaine manière raison, notamment en matière de crédit hypothécaire. Mais je pense qu'où le bas blesse le plus, en tout cas en matière de crédit à la consommation, ce n'est pas tellement dans notre législation. Bon, elle est améliorable, il y a des points sur lesquels on pourrait faire des progrès encore, mais nous avons quand même une législation relativement protectrice du consommateur qui impose beaucoup d'obligations aux prêteurs de se renseigner sérieusement sur la situation financière des personnes, de vérifier si elles ont bel et bien la capacité de remboursement, c'est mis dans la loi. Le bas blesse beaucoup plus dans le respect de la loi en matière de crédit à la consommation, je pense, qu'en matière de législation. La législation pour le prêt hypothécaire, elle pourrait être améliorée parce que justement, il y a moins d'obligations de vigilance de la part du prêteur, moins d'obligations de bien vérifier la capacité financière de l'emprunteur. Et donc là, nous, chez Testachat, on souhaiterait vraiment que la législation en matière de crédit hypothécaire soit améliorée. Mais alors, pour revenir au crédit à la consommation... Juste une chose par rapport au crédit hypothécaire, ça paraît étonnant parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs justement qui ont laissé ce message disant que finalement aujourd'hui les banques ont de plus en plus de difficultés à octroyer des crédits hypothécaires et que justement parce que les conditions sont beaucoup trop restrictives. Vous êtes en train de dire que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait ce que je dis. Je dis que peut-être que c'est la réalité économique, c'est que c'est plus difficile d'obtenir un prêt hypothécaire pour le moment, parce que les banques sont peut-être plus prudentes de leur propre initiative, mais l'auditeur parlait de légiférer de manière plus précise pour mieux protéger les candidats emprunteurs ou les emprunteurs. Et c'est en matière de loi, en matière de règles, qu'il y a des choses à améliorer en crédit hypothécaire. C'est surtout ça que je voulais dire. Par contre, en crédit à la consommation, je pense que la loi qui est améliorable, et nous avons des idées pour l'améliorer, mais enfin, elle est déjà pas mal, et si elle était respectée correctement par tous les prêteurs, la situation, à mon avis, serait moins grave. Et je pense qu'il faut vraiment... je sais que si on relativise les chiffres ou par rapport à d'autres pays, etc., on peut relativiser les problèmes qu'il y a en Belgique, mais quand on constate que depuis, en tout cas 6 ans, tous les paramètres à peu près, tous les paramètres sont en augmentation, ça veut dire qu'il faut au moins rester très vigilant pour essayer d'améliorer cette situation. Alors, chez Testachat, on a déjà fait des enquêtes, comme on fait des enquêtes par enquêteur, du mystery shopping. Et je pense que cet auditeur disait que c'était plus, je ne sais pas si c'est le même auditeur, que c'était parfois plus difficile d'obtenir du crédit auprès d'une agence. Je pense qu'il pense aux agences bancaires. Oui, tout à fait. Qu'au crédit en magasin, et j'ajouterais les crédits online. Et c'est vrai que quand nous avons fait une enquête l'année passée, où on a envoyé des enquêteurs demander du crédit à la consommation, des ouvertures de crédit pour acheter un appareil électroménager ou un ordinateur, avec un certain nombre de questions, donc ils devaient vérifier si le prêteur les avait bien posées, c'était bien enquis de leur situation. Les résultats étaient vraiment pas bons du tout. Donc, c'est ça que je voulais dire
au départ, c'est que dans le respect de ces obligations, dans les questions qu'on pose, on s'aperçoit qu'un nombre beaucoup trop important de prêteurs ou d'intermédiaires, parce que les intermédiaires sont tout à fait en cause aussi dans ce problème, ne s'informent pas correctement de la situation, du but du crédit, c'est-à-dire du montant qui est nécessaire pour poursuivre ce but. Il n'est pas nécessaire de faire un crédit, une ouverture de crédit à 3 000 € pour quelqu'un qui souhaite acheter un ordinateur de 1 000 €. Ce n'est pas nécessaire et je dirais que la loi telle qu'elle est rédigée l'interdit. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Et on voit des gens qui, non seulement on leur a posé très peu de questions clés sur leur budget, mais on n'a rien vérifié. Nous avions plusieurs indépendants, personne ne leur a demandé une déclaration de contribution ou quoi que ce soit pour vérifier leurs revenus. Alors que quelqu'un parlait de la société Crédal qui est tout à fait particulière dans son fonctionnement, mais sa particularité, c'est celle-là. C'est qu'elle fait une enquête tout à fait approfondie de la situation budgétaire des personnes, ce que réclame la loi. Ouais, donc là, vous êtes en train de dire qu'il y a toute une série de grandes surfaces ou de magasins, etc., qui ne respectent pas la loi en la matière, purement et simplement. Oui, tout à fait. Qui ne s'informent pas de façon satisfaisante sur la situation des personnes et sur leur capacité de remboursement. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec des personnes qui multiplient des ouvertures de crédit. Ce n'est certainement pas les personnes qui s'occupent de surendettement qui me contrediront. Des personnes qui multiplient des petites ou des relativement petites ouvertures de crédit dans un certain nombre de magasins, chez des commerçants à distance, online, etc. Et une fois qu'on descend au plancher de toutes ces ouvertures de crédit, eh bien, et ça, Madame Jean-Marc l'a dit, c'est souvent des personnes qui ont des capacités quand même financières relativement réduites. Eh bien, une fois qu'on a des difficultés à s'acheter des biens de consommation parce qu'on n'a pas le budget pour le faire, parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat suffisant, et qu'on le fait au moyen d'un crédit, il faudra bien sortir de son pouvoir d'achat, de quoi rembourser le crédit avec intérêt. Alors on va y revenir justement, parce que ça pose question, évidemment, tout ce que vous venez de détailler. Vos réactions 02 737 37 07, on y revient dans quelques instants sur la première, juste après le retour de l'info. Vos avis, questions et commentaires sur la page Facebook, le Forum de Midi. Octroie-t-on trop facilement un crédit? On en parle avec nos invités ce midi. Caroline Jean-Marc, sociologue à l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Philippe Ledan, économiste chez ING, professeur invité à l'UCL et à l'Université de Namur. Daniel Bovy, juriste en charge des services bancaires et des crédits à la consommation chez Testachat. Une réaction, Caroline Jean-Marc, par rapport à ce qu'expliquait Daniel Bovy et la facilité avec laquelle on peut obtenir des crédits à la consommation auprès de certaines grandes surfaces, chaînes de magasins et avec parfois des situations on se retrouve avec 7-8 crédits ouverts en même temps sans qu'on ait vérifié la solvabilité du consommateur. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame Bovy a expliqué, mais je pense qu'il faut distinguer deux situations. La première situation que Madame Bovy a expliquée, qui était, qu'est-ce qui se passe au moment de l'octroi de crédit ? Les conditions ne sont pas respectées, les obligations du prêteur ne sont pas respectées, ça c'est une chose. Il y a d'autres situations qui peuvent conduire aux difficultés financières ou au surendettement. C'est, je prends un crédit, le prêteur fait très bien son job, il vérifie tout se passe bien, je suis solvable. Et puis, 2 ans, 3 mois, 10 ans plus tard, je me sépare, je tombe malade, je perds mon emploi. Et donc, l'étude de solvabilité qui avait été réalisée, qui était réalisée de manière tout à fait correcte, se trouve mise à mal parce que je perds mon emploi, mes revenus diminuent, je me sépare alors que je vivais avec 2 revenus, je n'en ai plus qu'un, et donc là peuvent se poser d'autres problèmes. Ouais. Une réaction de Olivier Bailly via le site de la première.be qui est l'auteur d'un livre sur l'endettement intitulé « Ces vies en faillite », un livre plutôt consacré au surendettement. Alors Olivier Bailly nous dit par message « J'ai pu constater que nombre de surendettés pauvres subissent les jugements de ce qui est bon de consommer ou non, sans se projeter dans la vie des précarisés pour qui une télé peut être des vacances, du babysitting, de l'info, de la culture, etc. Les jugements parce que surendettés et donc surconsommateurs, alors que beaucoup, en réalité, ne parviennent pas à payer l'électricité ou le loyer. Ce n'est pas eux qui causent les pénuries d'iPhone, termine Olivier Bailly. Il faut relativiser, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Caroline Jean-Marc. Oui, alors il y a effectivement,
je souris souvent quand on voit un reportage télévisé sur les questions de pauvreté ou de surendettement où on va retrouver une dame dans son salon et derrière elle, son écran plat. Et là, les remarques fusent. Enfin, elle n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet écran plat ? Je pense que juger, c'est compliqué parce qu'il y a derrière tout ça une question d'identité dans une société particulière qui est la nôtre. On ne peut parfois exister qu'en ayant certains biens ou un certain train de vie. Donc je pense qu'il est difficile de juger et qu'il faut se remettre dans la situation des personnes où peut-être il est préférable qu'un enfant ait un iPhone et soit intégré à l'école plutôt que de payer sa facture d'électricité. Ouais. On va accueillir Patrick par téléphone au 02 737 37 07. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors vous vouliez évoquer la difficulté de la problématique des crédits hypothécaires parce que vous êtes notaire et Oui. vous vous rendez compte que les banques aujourd'hui refusent de plus en plus de crédits aux jeunes. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que je constate de façon générale, c'est que des jeunes pour lesquels j'avais reçu un crédit il y a, disons, 4-5 ans, quand ils redemandent un crédit pour une nouvelle habitation, très souvent se voient refuser leur crédit. Pourquoi ? Parce que soit ils ont un emploi qui n'est plus un CDI mais un CDD, donc un contrat à durée indéterminée devient un contrat à durée déterminée. Et alors, d'autre part, les banques, très souvent, demandent, vous n'auriez pas éventuellement les frais de notaire et la compte disponible. Si vous chiffrez ça, on est aux alentours de 25% de l'investissement global qu'il faudrait que le jeune couple ait en liquidité. Il n'y a aucun jeune couple qui a ça. Donc, résultat des courses, beaucoup de crédits sont refusés à des jeunes qui sont l'avenir des banques. Donc, je me dis quelque part, les banques scient la branche sur laquelle ils sont assis parce que c'est pas les crédits accordés aux 50-60 ans qui sont importants, c'est les crédits refusés aux 25-35 qui peuvent poser problème par après. Oui. Merci pour votre réflexion Patrick. Oui. Alors Philippe Ledan, les banques c'est vous. Alors est-ce que les banques scient la branche sur laquelle elles sont assises comme disait cet auditeur. Si les banques, et je vais directement préciser que je ne parle pas ici au nom de l'institution pour laquelle je travaille, ni au nom de l'ensemble des banques. J'essaye d'avoir une réflexion d'économiste, et c'est un peu pour ça que je suis là. Mais je taquinais. Non, mais c'est pour que ce soit bien clair dans mon propos. Je dirais. Ma première réflexion, c'est que si les banques sciaient la branche sur laquelle elles étaient assises, ce serait un peu irrationnel, puis ça voudrait dire elles vont se mettre dans des difficultés par après. Donc, voilà. Maintenant, c'est toute la question. Par contre, de l'analyse du risque. Hein. Et là, par contre, ça c'est vraiment au cœur de la discussion sur les prêts hypothécaires qui sont précisément des prêts d'un très gros montant qui engagent une mensualité importante, avec des prix de l'immobilier qui ont quand même très fortement augmenté, hein, et avec une régulation qui a complètement changé au cours des 5 à 6 dernières années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une banque, quand elle octroie un crédit, elle n'est plus dans les mêmes conditions de financement elle-même que c'était le cas par le passé. Elle doit garder beaucoup plus de capital, elle doit garder plus de liquidité. Bon, c'est très technique, mais la régulation a vraiment changé à ce niveau-là. Et alors se pose effectivement la question de savoir est-ce que c'est sain ou malsain d'octroyer un crédit pour plus de 100% de la valeur, hein, puis c'est comme monsieur le disait, les frais de notaire ou la compte ça rentre dans les prix, mais le frais de notaire ou même l'équipement comme ça s'est fait par ailleurs dans d'autres pays très souvent. Donc on emprunte 120-130% du montant. Avec des prix qui ont très fortement augmenté sur les 10 dernières années. Et donc là, se pose effectivement une question
économique et financière. Est-ce que on a atteint la limite? Est-ce que c'est tout à fait encore sain ou est-ce que c'est devenu malsain d'encore octroyer un prêt de 120% ou 130% du montant? Et là, il y a un modèle de risque derrière, dans l'analyse qui est faite par l'institution financière. Et c'est vrai que la réponse, donc l'outcome, l'output de ce système, de ce modèle de risque, qui n'a pas fondamentalement changé, mais les contraintes qui s'appliquent sur ce modèle de risque ont quand même fondamentalement changé sur les 5 dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réponse est plus souvent négative que par le passé. Est-ce que c'est vraiment mauvais en termes d'équilibre pour l'économie, au niveau macroéconomique et au niveau de la santé financière des personnes? Bien voilà, la réponse de monsieur est de dire oui, c'est mauvais, c'est pas bien qu'on n'accorde pas ces crédits. Moi, j'ai tendance à suivre et à croire dans la validité du modèle de risque qui est utilisé. Et donc, je peux comprendre que dans certains cas, la réponse soit négative pour de très bonnes raisons. Et par ailleurs, la réponse peut être négative pour des raisons qui sont propres au modèle de risque de la banque en particulier. À côté de ça, on est bien dans un marché ouvert où il y a la possibilité d'aller chercher son crédit par d'autres moyens si on considère que la banque vous a refusé le crédit pour des mauvaises raisons. Ça, je peux tout à fait comprendre. Ouais. Alors, une question de Raymond via la première.be. Combien de temps va-t-on encore attendre pour empêcher certaines banques qui font du crédit à la consommation d'octroyer en plus une carte Visa en complément d'un crédit? Explication, je demande un crédit de X milliers d'euros, mais ma capacité de remboursement est de autant. La banque me propose alors un crédit assorti d'une carte de type Visa. Le tour est joué, seulement je ne pourrai rembourser ni mon crédit ni les intérêts élevé du découvert de la carte en question. Est-ce que cela se passe vraiment, nous dit cet auditeur. Alors je me tourne vers vous, Daniel Bovy. Est-ce que ce type de pratique est courant? On a sorti en quelque sorte, c'est ce que semble nous dire cet auditeur, l'octroi d'un crédit, d'une carte de crédit qui va venir compléter l'apport qu'on a besoin. Je ne comprends pas exactement la situation qu'il décrit, parce que il s'agit, si on parle de la forme de crédit, il parle certainement d'ouverture de crédit. L'ouverture de crédit, c'est une réserve d'argent qu'un prêteur, banque ou autre organisme de prêt, met à votre disposition. Et dans les grandes lignes, ça veut dire qu'on peut puiser dedans à son rythme, selon ses besoins ou ses envies, et remettre dedans aussi à sa convenance. Il y a des bémols là, mais je le dis dans les grandes lignes. On peut donc remettre, et quand on a remis, on peut reprendre. Donc c'est un tiroir avec de l'argent, on peut puiser dedans, on peut le remettre. C'est bien sûr tout ça avec une charge d'intérêt relativement élevée. La carte n'est jamais qu'un moyen d'utiliser cette ouverture de crédit. La carte n'est jamais qu'un moyen de paiement. La carte n'est en rien un autre crédit. Donc, on peut avoir des ouvertures de crédit. Oui, parce que c'est ce que semble dire cet auditeur. Selon nous, on a l'impression que finalement, la carte n'est pas soumise aux mêmes règles et qu'on peut... on a un montant limité de crédit bien déterminé, et puis hop, on rajoute la carte en plus pour... Non, dit comme ça... ça ne me semble pas exact, puisque je vous dis, la carte est un moyen d'utiliser une ouverture de crédit. Donc peut-être que cette personne parle d'un compte en banque avec éventuellement une possibilité de découvert, et puis que la banque, peut-être que ça ne lui suffit pas, voilà un cas de figure qui pourrait exister. J'ai mon compte en banque avec une petite possibilité de descendre en négatif, ce qui est déjà une première ouverture de crédit, mais je voudrais un crédit supplémentaire, et la même banque pourrait très bien me proposer un contrat d'une autre ouverture de crédit assorti d'un moyen de paiement qui va être une carte. La carte, je vous dis, n'est qu'un moyen de payer dans les magasins ou de retirer de l'argent des distributeurs pour se servir de cette ouverture de crédit. C'est un outil, c'est un instrument. Ouais. On va accueillir Marco au téléphone au 02 737 37 07. Bonjour Marco. Oui, et bonjour à tout le monde. Voilà, vous aviez une question concernant les banques. Monsieur Ledan, que je connais un petit peu. Soit dit, effectivement, il y a tout de même un danger sous-jacent. Déjà, Febelfin qui contrôle toutes les banques en Belgique, on sait
sait très bien qu'il y a un peu un phénomène de dumping parce que tous les arrangements sont faits au départ. Lorsque vous faites un crédit dans une banque, qu'il soit hypothécaire ou autre, eh bien, le banquier va calculer exactement ce qui vous reste comme capacité de remboursement par rapport au maximum que vous pouvez rembourser, par rapport aux documents que vous présentez sous-jacents, par rapport à vos revenus réels. Le problème, c'est qu'ils essaient d'optimaliser cette capacité de remboursement en vous offrant justement, mais tout a été dit déjà, mais j'essaie de vous l'expliquer peut-être avec d'autres mots et d'une autre manière. C'est que à partir du moment où vous devenez client, on a envie que vous restiez client, qu'on ne quittiez pas l'organisme ou la banque en question. C'est le système capitaliste qui veut ça. C'est un système très dangereux. Alors on va essayer, en dehors du crédit que vous demandez, de vous proposer un certain nombre de crédits sous-jacents qui vont faire que forcément vous ne saurez plus aller ailleurs éventuellement dans un crédit puisque on va vous donner des lignes dans lesquelles vous pourrez puiser mais qui vont être inclus dans votre capacité de remboursement futur, pour vos achats futurs. Donc vous êtes coincé à ce moment-là. Vous êtes quelque part coincé parce que même si un crédit hypothécaire maintenant on peut changer de banquier, on fait ce qu'on veut, on rembourse anticipativement, etc. Ça comporte un certain type de frais qui ont été amoindris. La législation a fait un effort là-dessus depuis quelques années. Mais je veux dire par là, vous êtes un peu coincé puisque évidemment on vous offre des lignes de crédit. Mais on en a parlé avant, mon intervention, j'ai téléphoné il y a déjà pas mal de temps avant que vous preniez ma communication. Mais permettez-moi de vous dire, c'est assez pervers, bien entendu, puisque votre banquier, il vous a donné une ligne de crédit, admettons 10 000 euros, parce que vous aviez la capacité de remboursement de 10 000 euros, et vous pouvez aller en rouge à 10 000 euros, soit sur une carte de crédit, comme on l'a dit, soit sur un découvert, mais que vous l'utilisiez ou l'utilisiez pas. Mais ça peut piéger aussi la personne qui est vulnérable, la personne qui a une addiction quelconque, le jeu ou d'autres types d'addictions, un couple qui a certaines difficultés passagères ou une séparation ou n'importe quoi peut arriver dans une vie. Et une vie, on dit que c'est long, mais ce n'est pas très long parce que après, s'il y a un gros problème qui surgit, il faut devoir se reconstruire à partir de zéro. Et donc, bien entendu, ça s'adresse aux personnes qui font du crédit, qui ont des bons revenus. Un bon revenu aujourd'hui ne sera peut-être pas un bon revenu demain. Mais alors, Marco, ça veut dire que concrètement, vous estimez que les conditions d'octroi d'un crédit devraient être encore beaucoup plus sévères de la part d'une banque? Non, je pense pas. Je dis simplement qu'on est dans un système capitaliste qui optimalise les capacités de remboursement des clients et qui sont très malins parce qu'ils ont tous les outils informatiques qui permettent d'avoir accès à des tas de bandes de données et qui savent qui vous êtes. À partir de ce moment-là, on vous donne la possibilité d'être au maximum au cent près, je vais dire, là j'exagère peut-être au cent près, de votre capacité. Et on vous donne cette possibilité d'emblée alors que vous ne l'avez pas demandé. Vous n'êtes pas obligé de signer ce contrat. Mais dès lors que vous êtes demandeur, par exemple, dans le cadre d'une construction d'une maison et que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas connaisseur, vous vous laissez embobiner. Vous avez l'intime conviction de signer des choses comme ça, mais la vie fait que ça peut être tentant et justement, vous allez puiser éventuellement sur cette ligne pour vous acheter l'appareil photo dernier cri, pour partir en vacances, pour offrir quelque chose à votre compagne ou à qui que ce soit. Mais je veux dire qu'on est parti dans un système qui est excessivement pernicieux et comme il y a énormément de dépôts en Belgique dans les banques, sur les livrets qui sont très peu rémunérés, il y a énormément de possibilités. Des banques qui sont d'ailleurs plus belles pour la plupart parce qu'on dépend de modèles étrangers, mais au moins en Belgique il y a beaucoup de dépôts. Eh bien, c'est fort tentant par rapport à la législation qui est un peu laxiste, ça c'est mon avis, d'octroyer facilement un maximum utilisable à tout un chacun qui ouvre la porte d'une banque et qui demande un crédit. On va lui donner le maximum auquel il peut aller par rapport à sa capacité de remboursement. Alors on va faire réagir nos invités là-dessus, Marco. Au moment où il le demande. Voilà, je suis désolé, je vous interromps Marco parce vous êtes beaucoup d'autres à vouloir réagir en direct, mais on a très bien compris votre idée. Merci de votre intervention. Daniel Bovier, alors vous qui êtes juriste en charge des services bancaires, notamment auprès de l'organisation de défense des consommateurs Testachat, est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, comme dit cet auditeur, que les banques sont dans une logique d'incitation à s'endetter un maximum? Parce que je pense qu'il y a sans doute des politiques différentes déjà d'une banque à l'autre. Je parle de crédit à la consommation principalement et je pense, moi je ne m'aventurerai pas à citer des noms, mais je pense que quand on travaille, j'étais proche des milieux où on travaille en matière de lutte contre le surendettement, dans les dossiers, on se rend bien compte des banques qui prêtent plus, je parle de banques, en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a tous les organismes de crédit qui sont très présents, plus toutes les dettes qui ne sont pas des crédits, qui sont très présents, tout ça est très présent dans les dossiers de surendettement. Mais puisque ce monsieur parle des banques, je reviens aux banques. Il est évident
évident qu'en matière de crédit à la consommation, il y a certaines banques qu'on voit qui sont très surreprésentées dans les dossiers de problèmes de remboursement, donc de surendettement, et il y en a d'autres qui le sont infiniment moins. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la même politique quant au crédit à la consommation, c'est certain. Donc, je n'aime pas de mettre toutes les banques dans le même panier. Je pense même que ça peut dépendre d'un employé à l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi est là. Je pense qu'il y a des personnes qui ont cette éthique qui consiste à se dire il ne faut pas charger les consommateurs, les clients, il faut bien les conseiller, il ne faut pas les charger de prêts inutiles. Mais c'est vrai qu'on voit des dossiers où une personne demande à une banque une ouverture de crédit liée à une carte, pour revenir à ce que monsieur disait tout à l'heure, liée à une carte par Internet, et elle doit fournir ses capacités de remboursement, donc son revenu, etc. Elle ne fait pas de demande de montant précis, ça ne figure pas dans le formulaire. Et comme c'est une personne qui a des bonnes capacités de remboursement, mais elle reçoit une proposition d'ouverture de crédit qui est fort élevée d'emblée. Voilà, sans qu'on attire son attention sur le fait que si elle souhaite 1 500 € et non pas 3 000 ou 5 000, c'est possible aussi. Et c'est vrai qu'une partie de la population, si elle a une ouverture, ce tiroir avec 3 000 € dedans, et qu'un jour elle est dans une difficulté, ou qu'un jour elle a un problème pour payer une autre facture ou quelque chose, ou qu'un jour elle a une envie particulière, la tentation est relativement grande de se tirer d'affaire, si je puis dire, ou de satisfaire son souhait au moyen de cet argent-là. Argent qu'il va falloir rembourser. C'est vrai qu'en matière de surendettement, on ne voit que les personnes qui sont arrivées au fond du tiroir. Oui. Et il y en a d'autres qui arrivent à gérer ça correctement. C'est évident que c'est une forme de crédit qui, par définition, est plus dangereuse qu'une autre. Alors, justement, il y a plusieurs questions concernant le crédit à la consommation. Florence qui nous dit, pour très bien connaître un milieu commercial où le crédit est quasi systématique, les vendeurs sont poussés à faire passer à tout prix un crédit, peu importe la situation financière du client. Ils disposent pour cela de différents organismes de crédit et jouent à la concurrence entre eux pour les mettre au défi d'accorder ces crédits, même pour des clients fichés, nous dit cette auditrice. Un autre exemple, c'est par SMS Pascal qui nous dit qu'avoir acheté un disque dur dans une grande surface qui coûtait 75 €, on lui a proposé de payer ce disque dur en 3 fois et de bénéficier d'une remise de 10%. Je trouve cela scandaleux, nous dit cet auditeur. Une réaction, Daniel Bovy, par rapport à ces témoignages, notamment le premier témoignage. C'est évidemment une explication aussi au fait que les ouvertures de crédit, et l'Observatoire a des chiffres tout à fait intéressants à ce propos-là, donc de classer les problèmes de remboursement, les défauts de paiement, selon l'endroit d'où venait le prêt. Et donc, on voit que les organismes non bancaires, je parle d'ouverture de crédit, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres types de crédits, sont de nouveau surreprésentés. Mais ce n'est absolument pas étonnant, puisque le vendeur qui est dans un magasin d'électroménager ou ailleurs, ou dans un supermarché, l'objectif, c'est de vendre les objets qui sont à vendre dans ce magasin. Si les personnes ont un budget un peu juste pour le faire, le crédit va permettre de satisfaire son envie tout de suite, plutôt que d'attendre d'avoir mis cet argent de côté. Et effectivement, ce que la personne dit est parfaitement exact. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, on voyait plus, c'est pas exactement ce qu'elle dit, mais on voyait plus de ventes à tempérament, ce qui disparaît tout à fait du marché. C'est-à-dire, vous voulez acheter un frigo, vous achetez ce frigo-là à ce prix-là et vous le payez en X fois. Ouais. Maintenant, pour vous présenter pour acheter ce même frigo, on va vraisemblablement vous offrir plus facilement, plus souvent, une ouverture de crédit qui va dépasser le prix du frigo. Ce qui, a priori, ne pose pas de problème. Vous empruntez pour le frigo. Le problème, c'est que la tentation est là. C'est que vous savez que vous avez là encore de l'argent dans cette ouverture de crédit et que face à, comme je disais tout à l'heure, un problème ou une envie, les gens qui sont peut-être plus tentés ou des moins stricts gestionnaires vont se laisser tenter. Alors, encore une petite chose pour ne pas juger, parce qu'on l'a dit tout à l'heure et je crois que c'est intéressant, je pense qu'il faut être honnête, que quand des personnes ont des forts petits budgets, et il y a beaucoup de personnes ayant des problèmes d'endettement qui vraiment ont des petits budgets à la base, pour n'avoir aucun problème de remboursement pour toutes ces dépenses de base, il faudrait vraiment avoir une vie extrêmement austère. Quand on fait des budgets avec eux, on le voit. Une fois que toutes les dépenses incompressibles sont payées, il reste vraiment pas grand-chose. Bon, je ne vais pas faire un laïus là-dessus, mais dans notre société,
on imagine comme c'est difficile de se passer de tout ce qui est tentant et de s'en tenir strictement au nécessaire. Alors, quand le crédit et les ouvertures de crédit sont là, ben voilà, la souffrance, elle est là, l'ouverture de crédit est là comme une bouffée d'oxygène, mais ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'argent à rembourser et toujours au moyen du même pouvoir d'achat. Alors Daniel Bovy, encore juste une petite question. André qui nous a laissé ce témoignage via le 02 737 37 07. Il a une fille qui avait une carte de crédit dans une grande surface et lorsqu'elle a voulu l'annuler, cela lui a été refusé. Elle a dû attendre au moins un mois. Alors ça aussi, ça peut paraître étonnant. Ça garde la possibilité de faire des crédits encore pendant un mois au moins. Bon, la loi existe, on peut, si la ligne de crédit n'est pas utilisée, évidemment, si elle n'est pas en découvert, donc si elle est au niveau 0, on peut y mettre fin. Bon, il faut voir dans les conditions générales, il faut le faire par recommandé, il peut y avoir un délai de maximum 1 mois, si ce délai, j'espère que je ne me trompe pas, si ce délai est prévu dans les conditions générales, effectivement, cette personne va pouvoir encore utiliser sa carte peut-être 1 mois, mais je pense que les personnes qui font cette démarche-là peuvent résister 1 mois. Par contre, je viens d'avoir un cas de figure qui me gêne plus. Une personne dit « je ne veux plus mon ouverture de crédit », le dit par mail, l'organisme de prêt lui répond à ce mail « vous devez m'envoyer un courrier recommandé ». Je lui conseille de dire « je considère votre réponse comme une acceptation » et on lui réécrit « non, je veux que vous écriviez par recommandé ». Ça me dérange. Je ne dis pas que c'est illégal, je trouve ça dérangeant parce que ça montre que l'organisme de prêt préfère que cette ouverture de crédit reste traînée dans le portefeuille de la personne pour qu'éventuellement elle s'en serve. Et ça, je trouve que ça montre bien une certaine politique qui est de pousser les gens à s'endetter, pas à se surendetter nécessairement, mais à s'endetter. On va en rester là. Merci Daniel Bovy d'avoir été parmi nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes juriste en charge des services bancaires et des crédits à la consommation auprès de l'Organisation de défense des consommateurs Testachat. Merci également à vous Philippe Ledan d'avoir été parmi nous ce midi, économiste chez ING. Vous êtes également professeur invité à l'UCL ainsi qu'à l'Université de Namur. Merci à vous Caroline Jeanmar d'avoir été parmi nous ce midi, sociologue à l'Observatoire du crédit à l'endettement. Merci également à Valérie Leput pour la préparation de cette émission ainsi qu'au service Infodoc qui nous fournit quotidiennement toute la documentation, toute la matière nécessaire pour préparer ces émissions. Dans quelques instants, sur la première, 13h, vous avez rendez-vous avec le grand journal de Marie-Laure de Kerkhove. Excellent après-midi avec nous sur la première. À très bientôt.